On fait cette présentation aujourd'hui parce qu'on veut donner un peu d'espoir à tous les acteurs de l'EMI qu'on côtoie régulièrement. Notre association, c'est celle des éditeurs de presse écrite quotidienne, magazine et numérique, qui est engagée dans l'éducation de médias depuis longtemps. Et on s'aperçoit qu'on a quand même une absence de soutien public financier, certaine, et des volontés d'agir qui sont mues globalement par des énergies individuelles, collectives lorsqu'elles sont rassemblées dans des associations, d'entreprises lorsqu'il s'agit de médias, publics ou privés, mais qu'on n'a pas de grande structuration et qu'on se retrouve aujourd'hui face à une situation financière compliquée pour beaucoup d'acteurs parmi nous, où même s'il y a des financements publics partiels de 70% sur un budget de DRAC, il manque les 30%, on ne les a pas. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est accompagner ces initiatives dans le futur avec du financement ponctuel, précis, qui concerne l'éducation aux médias, mais qu'on n'appelle pas éducation aux médias. Je vais vous dire pourquoi. Évidemment, je vais aller très très vite là-dessus, c'est pas à vous tous ici que je l'apprends, qu'il y a un enjeu profond, sociétal, démocratique, urgent, autour des questions de l'éducation aux médias, et qu'on est aujourd'hui dans une situation où la confiance est détruite, ce qui profite évidemment au discours antidémocratique, et qu'on a un rôle à jouer, nous, journalistes, associations d'éducation aux médias, à partir de ces actions de terrain qu'on mène. Et ce qu'on veut accompagner avec ce fonds de dotation, évidemment, c'est une action concrète, permanente et construite. On parle de culture d'information, parce qu'on veut cultiver cette capacité à douter, à écouter, à débattre, sans se haïr. On a des discours publics, des discours sur la place publique, qui aujourd'hui se polarisent très très vite. Et l'éducation média, c'est apprendre à savoir penser contre soi-même et avec les autres. Et donc, on estime que c'est quelque chose d'essentiel et d'urgent. Pourquoi une culture de l'information et pas l'éducation média? Une culture de l'information parce que la culture, ça se partage. La culture, elle reflète son époque. Elle doit être l'esprit de ce qu'on a fait. Encore ce matin, tout à l'heure, j'étais avec des collégiens, je ne sais pas s'ils sont là, on a parlé d'IA et d'information. Leur regard sur l'IA et l'information n'est pas du tout le même que celui des collégiens qui étaient dans la même classe l'an dernier, parce que ça va très très vite, tant les outils que leurs pratiques, et qu'on doit être en permanence, nous aussi, à l'écoute de ça. La culture, parce que c'est une approche collective autour d'un bien commun. Je vous laisse. Je ne fais pas des sujets de dissertation de philo, mais ça ressemble un petit peu. C'est un concept que vous connaissez bien ici, autour de l'information. Et puis surtout, c'est une relation horizontale, la culture. C'est un truc qui se partage. Et notre association, qui s'appelle Association pour l'éducation aux médias, donc on est par nature, depuis notre naissance, très attaché à l'éducation aux médias. Mais parler de culture d'information, c'est parler aussi sur non pas un plan vertical de celui qui sait vers celui qui apprend, c'est aussi parler avec tous ceux qui font la conversation. Et ça nous semble essentiel. Le but du jeu pour le fonds, ce sera de soutenir des projets d'éducation aux médias menés par des journalistes professionnels. On est persuadé, encore une fois, que les journalistes sont au cœur de l'action d'éducation aux médias, avec les enseignants, avec les acteurs de la culture, mais que les journalistes doivent continuer à s'impliquer. On va aider des projets à dimension nationale ou locale, et on met un accent sur l'innovation et l'inclusion, parce que ce sont des éléments qui, aujourd'hui, construisent de plus en plus l'action d'éducation média, et c'est tant mieux, il faut qu'on aille là-dessus. On veut financer des études et des observatoires sur les pratiques informationnelles. Les usages bougent très très vite, je l'ai encore évoqué tout à l'heure, et c'est quelque chose qu'on doit savoir mesurer. Moi, je viens de la télévision, puis retourner à la presse écrite, ce qui n'était peut-être pas d'ailleurs la stratégie la plus moderne, mais j'ai pu voir la transformation de l'arrivée de l'actu en continu et la transformation de l'écrit vers le numérique. Donc deux fois de suite le même chemin. Et on a besoin de suivre ça très très près. Donc notre fonds pour la culture de l'information, il doit absolument aider ceux qui veulent comprendre comment ça marche. Et on va évidemment contribuer à financer des actions sur le partage de ressources et des formations. Le fonds agit librement. On veut des actions qui soient mesurées et mesurables. On a une indépendance garantie par un conseil d'administration avec des représentants des familles de presse, des représentants de la société civile. J'aurais aimé pouvoir vous le dévoiler aujourd'hui, mais il y a encore un nom ou deux qui manquent à ma petite liste pour pouvoir le dévoiler, mais ça va pas tarder. Et
Le conseil d'administration va être là pour décider. Il sera aidé d'un conseil stratégique, évidemment, comme c'est le cas dans les fonds de dotation. Et les partenaires et les mécènes, évidemment, on va les solliciter pour le rayonnement. Je fais beaucoup de grands mots. Clairement, ce qu'on veut faire, c'est une structure assez simple qui fait des appels à projets pour aider les actions d'éducation média menées par des journalistes en France. D'accord ? Avec une approche globale qui dépasse le cadre scolaire, qui est le terreau traditionnel et par lequel on a pu développer l'éducation média, et aller maintenant vers un ensemble de populations peut-être qu'on n'a pas encore assez touché. Notre conseil d'administration, donc, puisqu'on vient du monde de la presse, aura des représentants des éditeurs de presse, mais des représentants de la société civile et un comité stratégique. On aura 2 séries d'appels à projets par an, qui sont ouverts avant tout dans la liste, mais pas avant tout par principe dans la liste, par les rédactions de presse écrite. On veut que les entreprises continuent à s'investir, important, mais aussi, et c'est pour ça que je voulais qu'on l'annonce ici, des associations en collaboration avec une rédaction, c'est-à-dire, on a déjà un exemple concret avec le camion que vous avez vu devant, qui est parti en Bretagne, et les titres de presse locale Ouest France Télégramme se sont associés à cette étape du camion. C'est le genre d'opération qu'on veut continuer à soutenir. On n'est pas, nous, éditeurs de presse, capables de tout faire tout seul. Les associations n'y arrivent pas malgré la bonne volonté. Souvent, c'est des questions de financement, et il suffit peut-être aussi de collaborer un peu plus. Et évidemment, un autre média le monde audiovisuel, par exemple, qui veut s'associer avec des rédactions de presse écrite pour monter des projets, sera tout à fait capable d'être entendu dans notre processus. On a imaginé, et la phase de collecte de financement est en cours, et après je m'arrêterai, on a imaginé des tailles de t-shirts, petits, moyens et grands. Le but du jeu pour nous, c'est d'aller chercher des financements qui permettraient de financer l'équivalent d'un poste sur un mois, un poste sur un trimestre ou un semestre, et un poste sur un an. On va annoncer la composition du conseil d'administration très rapidement et on va lancer dès la rentrée prochaine les premiers appels à projets, encore une fois, ouverts à tous ceux qui vont travailler avec des acteurs issus des rédactions numériques et presse écrite. Si vous avez des questions, je ne bouge pas, je suis là tout l'après-midi, on peut en parler à côté. Et Marie, si tu veux lancer les jurys, j'ai terminé. Merci à vous. Merci à vous. Et donc, on va enchaîner sur cette présentation des 17 nommés. Vous êtes 17 cette année à venir présenter donc votre projet d'éducation aux médias et l'information. Je vais demander au jury de venir s'installer en première ligne. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont disséminés dans la salle. Je veux bien que vous veniez tous au premier rang, à côté de notre présidente Camille Anglade. Merci Camille d'être là aujourd'hui. On peut applaudir, bah oui, quand même. Je vais en profiter le temps qu'il s'installe pour vous présenter donc le jury. Étienne Millien de l'APEM qui était sur scène il y a quelques instants, Tristan Goldbron de La Chance, Marion Joseph de chez Bayard, Olivier Abalin de l'ESJ Lille. Je ne sais pas où est Olivier, je ne l'ai pas vu. Super, bonjour Olivier. N'aie pas peur, tu peux venir t'approcher. Hein. On a Albéric de Gouville, France 24, que j'ai vu, Albéric, qui est là, au premier rang, super. Damien Fleureau, Vanina Le Gall, de la Nouvelle République. Karen, qui ne devrait pas tarder, qui est déjà là, super. Christelle Chiroux, bonjour Christelle. Marie-Laure Chérel, de la BNF, qui est là, bonjour Marie-Laure. Pauline Lemaire, de la BPI. Anaïs Goubatian de France Télévisions, Christine Moncla que j'ai vue aussi de Radio France, Marie-Laure Augry donc de journalisme et citoyenneté qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre, Olivier Malien de la Ligue de l'enseignement, Pépian Touvdi qui est un lauréat de l'année dernière pour Wanted TV qui rejoint le jury cette année, Pierre-Louis Dupré de la SNRL, Sylvain Disson qui est là avec, donc ils sont 7 cette année, 5 lycéens qui font partie du jury et qui vont aussi pouvoir choisir les lauréats. Bienvenue à vous. Et on va commencer tout de suite avec la catégorie région. Donc je vous le rappelle, vous avez 3 minutes de présentation, c'est chronométré, je me permettrai de vous faire un petit signe
si jamais vous dépassez le temps imparti. Et donc les premiers à venir, ça va être l'APEI avec le projet Web Radio, donc Nathalie Bram, Émilie Bertolini, Ligodan Fabien et Forestier Marina qui vont venir sur scène. Allez-y, approchez-vous, n'ayez pas peur. Vous pouvez prendre un micro chacun. Bonjour. Alors, il va falloir allumer vos micros, je pense. Voilà. On m'entend? Oui. Bonjour. Oui, c'est bon. Alors, je vais vous demander un tout petit instant pour déjà lancer ce que vous souhaitez avoir apparaître derrière vous, et puis pour lancer le chrono aussi. On a une vidéo à envoyer à la régie et ensuite on lancera donc je lance le compteur au moment où je lance la vidéo. Ok, ça vous va? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je suis Émilie Bertolini, je suis directrice des foyers Bernard Fagot. Nous sommes très fiers d'être parmi vous aujourd'hui. Les participants du projet Web Radio sont des personnes en situation de handicap qui font partie d'une structure médico-sociale. L'APEI, située à Saint-Amand-Montrond dans le Cher, est un acteur engagé dans l'accès à l'information et à l'expression citoyenne des personnes. Notre projet s'inscrit dans une démarche d'éducation aux médias et à l'information. Il participe à une démocratie plus inclusive en diversifiant ceux qui créent et produisent l'information. Lorsque les personnes sont informées, elles sont en mesure de prendre des décisions en connaissance de cause. Nous avons voulu donner aux personnes que nous accompagnons les moyens d'analyser la provenance des informations et d'éveiller leur esprit critique. Nous avons contacté 2 journalistes, Dalia Ferreira et Tamara Brisson, qui nous ont aidés à réaliser des ateliers d'enregistrement avec une véritable pratique journalistique. À travers des ateliers radiophoniques, chacun et chacune peut s'exprimer, partager ses idées et découvrir l'univers passionnant de la radio. L'objectif ? Donner une voix à ceux qui en ont besoin. Tout en favorisant l'apprentissage des droits des libertés et le respect pour l'autre. Bienvenue à Radio APUI. On va interviewer une éducatrice qui s'appelle Nathalie. Vous est-il déjà arrivé de partager une information sans vérifier si elle était vraie ? Je m'appelle Kevin Massico, je fais partie de l'atelier web radio de la PUI et j'ai une question à vous poser. Est-ce que les personnes en situation handicap peuvent travailler dans le milieu ordinaire? Ah oui. Pour moi, oui. Je vois pas où est le problème. Tout s'adapte aujourd'hui. S'ils se sentent capables et qu'ils sont accompagnés, que oui, c'est bien encadré, oui, je pense. Bonjour, je m'appelle Marina, je fais partie de l'API de Web Radio. Oui. Et est-ce que vous connaissez l'API à Saint-Amand-Montrond? Non, je ne connais pas, non. En fait, c'est un ESAT pour des personnes qui sont atteintes d'handicap. D'accord. Et il y a 5 ateliers. Promouvoir notre démarche, informer en s'inscrivant dans l'écosystème médiatique local. Déjà 2 parutions locales dans l'Écho du Berry et le Berry républicain. La signature d'un partenariat avec la radio locale Kik en Grogne. Nous participons à une émission le 17 avril. Nous réalisons un documentaire participatif retraçant notre belle aventure. Et nous sommes là, aux Émis à Tours. C'est une vraie reconnaissance journalistique. En effet, c'était 3 minutes, pile poil. Je pensais que vous alliez parler un peu après. J'en profite pour dire au jury qu'après chaque présentation, on prend quand même 2 minutes. Si vous avez des questions à poser, je vous tends le micro, n'hésitez pas. Donc s'il y a une question à poser sur le projet Web Radio, parmi les membres du jury. Oui, bonjour. Non, alors j'ai peut-être raté l'info juste. Mais depuis combien de temps il y a un partenariat qui se fait comme ça avec le foyer et les publications dans la PQR? Nous avons commencé le projet l'année dernière, du coup en 2025. C'est la 2e année. Une question de Madame la Présidente.
Merci pour cette présentation très éclairante. Vous êtes combien dans le projet? Combien d'encadrants et combien de journalistes? Alors, il y a 18 participants donc, qui sont sur tous les foyers de la PEI. 2 journalistes nous accompagnent. Et au niveau éducatif, donc du coup, moi je suis la référente du projet et la coordinatrice. Et il y a d'autres éducateurs sur les différents foyers qui nous aident aussi pour le bien-être, on va dire, des personnes et puis surtout du projet. Merci. On était à 3 questions. Bon, allez, une dernière question. Mais la prochaine fois, c'est que 2. Hein, parce que sinon, on va dépasser le timing. Je vais me faire taper sur les doigts. Vous deviez sûrement vous attendre à des bénéfices ou des choses comme ça. Est-ce que vous les voyez et est-ce que vous êtes satisfait du projet que vous menez pour le moment? Oui, on est très satisfait du projet et à refaire à l'avenir si on peut le refaire l'année prochaine ou les années suivantes aussi. Ben voilà, on a fait le tour des questions. Merci beaucoup. On les applaudit très fort. Et on va enchaîner avec le lycée professionnel Beauregard. J'appelle Céline Vincent et Virginie Pouliquin. C'est parti pour 3 minutes. Bonjour. Peut-on vraiment parler de liberté d'expression sans oser regarder ce qui dérange? Et si justement ce qu'on choisissait de ne pas montrer était ce qu'il fallait comprendre? Car aujourd'hui encore, malgré l'assassinat de notre collègue Samuel Paty, ces questions sont toujours là. À l'école, dans nos classes, à l'infirmerie aussi. C'est pourquoi, dans le cadre de la commémoration des 10 ans des attentats de Charlie Hebdo, l'objectif de notre projet était clair. Permettre à nos élèves de débattre, de questionner l'actualité, mais pas simplement de réagir. Ce projet a pris forme dans le cadre du dispositif 100% éducation, soutenu par la région Centre-Val de Loire et le rectorat d'Orléans-Tours. L'ambition était simple, mais exigeante. Faire des élèves les auteurs d'une exposition de 10 panneaux sur la place de la satire dans une démocratie. Ce travail s'est appuyé sur un catalogue de 50 caricatures, mais une manquait. La une numéro 712 de Charlie Hebdo. Alors une question s'est imposée. Sans elle, quel sens donner à ce projet? Nous avons donc fait le choix d'aller plus loin, d'obtenir les droits pour l'utiliser et la diffuser. Parce que cette image n'est pas une image comme les autres. Elle est forte, symbolique. Et surtout, elle ne se comprend pas immédiatement. Et c'est là que le travail a commencé. Les élèves ont découvert qu'une caricature ne se regarde pas seulement, elle se lit. Il faut des codes, il faut du contexte. Il faut accepter de ne pas comprendre tout de suite. Accompagnés par une journaliste, ils ont appris à repérer l'exagération, l'ironie, les symboles, à dépasser l'émotion pour aller vers l'analyse. Par ce travail, nos élèves ont compris que la satire ne se limite pas à faire rire. Elle interroge, elle dérange. Elle invite à réfléchir. C'est une porte d'entrée vers l'actualité, à condition d'en maîtriser les codes. Ils ont compris que la liberté d'expression ne va pas de soi. Elle s'apprend, elle se construit et elle se défend. Et c'est précisément notre rôle, former des élèves capables de lire le monde, pas seulement de le regarder. Comme vous pouvez le voir, nos élèves n'ont pas été spectateurs, ils sont devenus acteurs. Ils ont analysé, questionné, débattu et construit une exposition pour la communauté éducative. Une exposition pour expliquer, pour transmettre, pour apaiser. Parce qu'au fond, ce n'est pas le dessin qui fait peur, c'est de ne pas le comprendre. Et notre rôle est là. Donner aux élèves les moyens de décrypter, et de penser par eux-mêmes. Parce qu'une image, l'éviter, ce n'est pas les protéger, c'est parfois les empêcher de voir vrai. Et puis commémorer, ce n'est pas seulement se souvenir, c'est permettre de donner du sens. Se souvenir, c'est nécessaire, mais apprendre à réfléchir, c'est essentiel. Parce qu'éduquer aux médias et à l'information, c'est former des esprits capables de développer un regard critique et autonome
pour que l'incompréhension ne mène plus jamais au pire. Merci beaucoup. Est-ce que le jury a une question ? Juste une, pardonnez-moi, mais pourquoi les lycéens ou les collégiens ne sont pas venus avec vous ? Alors on a des lycéens, mais en fait, on voulait même que ce soit eux qui présentent. Mais en fait, ah oui, pardon. C'était un peu impressionnant. C'était un peu impressionnant, comme Même nous, pour on est nous, aussi c'était un un peu peu impressionnés. Voilà. Par contre, quand ils ont fait l'exposition, dans le cadre de l'exposition qui a été faite le 25 juin, là, on était plus entre nous. Ils ont bien pu s'exprimer, expliquer à leurs camarades. Voilà. C'était la volonté qu'on avait, c'était d'en faire des médiateurs, pas seulement qu'ils apprennent, mais qu'ils apprennent aux autres, aussi. voilà, qu'ils puissent transmettre. J'ai pas flashé le QR code, mais c'est une expo qui est aussi interactive, c'est-à-dire qu'on peut imprimer et il y a une notice pédagogique parce que j'ai vu que c'était une exposition physique. Alors en fait, quand on a répondu à cet appel à projet, c'était vraiment, pour justement commémorer les 10 ans des attentats de Charlie Hebdo. Et les supports, on a eu 10 panneaux par la région Centre. Donc on a travaillé sur un projet qu'on a monté sur la satire dans la démocratie. Donc les panneaux ont été faits par les élèves. Dessus, sur chaque panneau, il y a aussi un QR code qui explique, en fait, quand l'exposition est restée quelques jours dans le lycée, en fait, tout le monde pouvait en plus se faire sa visite par lui-même. Et là, en fait, le QR code que vous avez, c'est le QR code avec lequel ça vous permet d'accéder à la page interactive avec laquelle on a postulé au prix Emmy. Eh ben, merci à toutes les deux. On peut les applaudir très fort. Et on continue dans la catégorie région. On va demander aux élèves du collège, Jules Ferry, de venir sur scène. J'appelle les élèves du Ferry News. On peut les applaudir. Vous avez un peu peur, c'est ça, hein ? Mais n'ayez pas peur. Venez vous mettre devant, il faut que le jury vous voie quand même. À qui je donne le micro ? Je fais un petit test. Je parle de tout. Super. Est-ce que vous êtes prêts ? Je lance le chrono. C'est bon le Ferry News ? Ok, c'est parti pour 3 minutes. Bonjour à tous. Nous allons présenter l'histoire de notre média, notre travail et nos ambitieux projets. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Vous avez devant vous 25 élèves qui se sont portés volontaires pour intégrer la classe média du collège Jules Ferry. Afin de 5e, nous avons postulé pour intégrer ce dispositif créé en septembre 2023. Les critères de sélection n'étaient ni le niveau scolaire, ni les notes, mais le fait d'être curieux, intéressé, investi par l'actualité, ouvert aux autres, pour travailler tous ensemble au sein d'une équipe soudée. Et vous savez quoi ? Nous avons toutes ces qualités. Et c'est pour cela que nous sommes devant vous aujourd'hui. Nous venons de différents horizons, des quartiers populaires ou résidentiels. Nos différentes origines, nos histoires personnelles, nos cultures, nos passions sont une grande richesse que nous investissons dans notre travail de rédaction. Ainsi, durant toute l'année de 4e, nous devenons journalistes reporters et nous avons en charge la rédaction du journal de l'établissement Le Ferry News. Le Ferry News est un journal numérique que nous publions tous les 2-3 mois sur la plateforme Calameo. Le premier numéro a été publié en juin 2023. En 2024, il a remporté le premier prix académique du concours Mediatix. Nous sommes sur le point de boucler notre 10e numéro. Dans notre journal, vous trouverez des pages d'actualité internationale, nationale et locale, ainsi que toute l'actualité de notre établissement. Enfin, la pause détente avec des articles consacrés au voyage, sport, livres, mangas et recettes de cuisine. On vénère aussi des QR codes pour accéder à du contenu supplémentaire, comme le site de notre collège. En parallèle, nous publions aussi chaque semaine le Ferry Flash, un article détaillé sur l'actualité feel good de notre collège. On y présente les projets, sorties et événements dans notre établissement. En 2025, le Ferry Flash a remporté le 3e prix académique du concours Mediatix. Vous vous demandez sûrement en quoi consiste concrètement notre travail.
Chaque semaine, nous consacrons 1 heure à la classe média. Nous recevons une formation complète, pratique et théorique. Nous respectons une charte journalistique. Nous croisons, vérifions et citons nos sources. Nous traquons les fake news. Nous proposons des informations claires et objectives. Nous apprenons à utiliser des outils numériques et à respecter une charte graphique. Nous décidons collectivement du choix des articles et de l'édito. Nous réalisons des reportages de terrain, des interviews. Ainsi, nous développons les compétences du journalisme. Rédiger, travailler en équipe, argumenter, s'exprimer à l'oral. 10 journalistes de France Télévisions, de la presse écrite et de la radio sont venus nous rencontrer. Nous avons aussi visité les locaux de TV Tour et de la Nouvelle République. Nous avons pu voir la fabrication concrète d'un journal papier. Et d'autres projets, nous en avons plein la tête. Ce jeudi, nous rencontrerons Fabrice Arfi de Mediapart, puis des étudiants en école de journalisme. En mai, nous partirons faire un grand reportage touristique à Paris. En juin, nous irons à Nantes pour réaliser des reportages sur le mémorial de l'abolition de l'esclavage et sur les machines de l'île. Certains d'entre nous ont déjà réalisé un podcast pour une web radio et nous espérons monter la nôtre au collège Jules Ferry. Pour certains d'entre nous, le journalisme est devenu une passion et un projet professionnel. Bientôt, peut-être, vous nous croiserez sur le terrain et nous travaillerons à vos côtés pour défendre la liberté de la presse, le droit à l'information et la liberté d'expression. Merci de nous avoir écoutés. Bravo, hein. 3 minutes 02. Ça, c'est du timing. Impressionnant, vu le nombre que vous êtes. Bravo. Est-ce que le jury a des questions à poser au Ferry News? Ou est-ce que tout a été dit? Camille, une question. Je ne veux pas monopoliser la parole si d'autres membres du jury souhaitent en poser, mais vous avez dit que pour certains d'entre vous, le journalisme est devenu une vocation ou un projet professionnel. Donc, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui souhaitent devenir journalistes? Okay. Super, et bravo pour votre performance. Merci beaucoup, le Ferry News. Bravo pour ce timing respecté. Est-ce que vous avez encore un petit mot à dire? Vas-y, sont douces. Il a besoin du micro. On voudrait faire une dédicace à notre camarade de classe Laoni qui est absente aujourd'hui pour des raisons de santé. On pense très fort à elle. Bravo le Ferry News, vous pouvez descendre de scène et on se retrouve tout à l'heure pour la remise des prix. Et si je ne me trompe pas, il reste Maurice Genevoix à nous rejoindre sur scène. On peut les applaudir très fort. Je reprends mon chronomètre et c'est reparti pour 3 minutes. Ariette Kumman, Yasmine Bakaïd, Françoise Barré-Sinoussi, Simone Biles, Adrien Bolland, Mireia Rodriguez, Senna Berenson, Eddie Lamar, Yvonne Rudella. À travers les différents épisodes de notre podcast, nous avons voulu faire passer un message simple mais essentiel. Rien n'est impossible pour les femmes. On nous parle souvent des grands hommes, de leurs exploits, de leurs victoires. Mais les femmes, elles, où sont-elles? Trop souvent oubliées, effacées, laissées dans l'ombre de l'histoire. Au début, certains élèves de notre classe pensaient que notre projet n'avait pas de sens, que les femmes n'étaient pas vraiment oubliées, que les inégalités n'existaient plus. Mais en cherchant, en lisant, en découvrant leur parcours, nous avons compris que ce n'était pas vrai et ça nous a tous marqués. Ce projet n'a pas été facile. Il a d'abord fallu faire des recherches pour rédiger un script clair et captivant. Ensuite, prendre la parole, parler devant les autres, parler dans un micro, s'adresser à des inconnus. C'était impressionnant, souvent stressant. Ensemble, on a appris. On a osé, on a progressé. Grâce à l'aide de Cassandre, au micro-trottoir, aux enregistrements, on a apprivoisé notre voix, on a soigné notre diction. Aujourd'hui, on parle plus fort, plus clairement, avec plus de confiance. On est moins timide. On regarde aussi le monde autrement. On sait que les inégalités entre les femmes et les hommes existent encore. On ne peut plus faire comme si on ne les voyait pas. Ce projet nous a appris à être plus attentifs, plus critiques, mais aussi plus engagés. Parce qu'au fond, oser donner la parole à Adrienne, Eddie, Simone, Jacqueline, Françoise, Ariette, Yasmine, Mireia et Sanda, ce n'est pas seulement parler du passé, c'est aussi changer le regard que l'on porte sur le présent.
Aujourd'hui encore, des femmes font avancer le monde, mais on en parle peu. Si vous pensez, comme nous, que leurs histoires méritent d'être entendues, transmises et reconnues, alors choisissez notre projet. Merci. Est-ce que le jury a des questions? Bonjour, je voulais savoir s'il y avait une de ces femmes dont vous aviez envie de nous parler plus particulièrement, qui vous a plus particulièrement marqué, l'une ou l'autre. Moi, je dirais une que je connaissais pas du tout. Par exemple, Senda Berenson, qui a inventé le basketball féminin. Qui m'a beaucoup surprise. Moi, j'avais une question plus générique. Comment vous avez choisi ce thème-là de ces femmes invisibles? D'où est venue l'idée? Oui, alors je précise que ce sont des élèves de 3e. Ça n'a pas été simple de venir sur la scène, donc ce qui explique effectivement qu'elles sont un petit peu timides. Alors, donc je vais si, un petit peu quand même. Alors, je vais relancer. Ah oui. Bon, alors je vais céder la parole à Lison. Voilà. Elle a des choses aussi à vous dire. Alors, pourquoi ces femmes? Je sais pas. Bon. Ces femmes pour dire en fait qu'elles ont été oubliées et pour récompenser leurs exploits, en parler beaucoup plus maintenant et aussi prendre conscience qu'on oublie beaucoup les femmes aujourd'hui et que c'est important de les mettre en avant. Les élèves ont aussi choisi un certain nombre de domaines, donc on a voulu faire très large, aussi bien le domaine scientifique que le domaine du sport, que les droits civiques, que la pionnière de l'aviation, Adrienne Bolland. Je pense que tout le monde connaît dans cet auditoire, je ne connaissais absolument pas, et pourtant c'est quelqu'un qui est originaire de la région, qui a survolé la cordillère des Andes avant Mermoz, et donc ce que vous voyez, ce que vous verrez aussi dans les différents podcasts, c'est une opposition entre les hommes qui sont toujours mis en avant et des femmes qui sont effectivement oubliées. Alors, par exemple, si tout le monde utilise le Wi-Fi aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est grâce à Hedy Lamarr. Voilà. Donc, on pourrait multiplier les exemples. Et puis, on a voulu faire aussi parler de femmes, je dirais, locales. Jacqueline, notre résistante venue de Londres et qui a effectivement sauvé beaucoup de résistants à Romorantin. Merci beaucoup. Et on enchaîne tout de suite avec la catégorie médias. J'appelle sur scène Stéphanie Tisseron et Véronique Pau pour l'éléphant junior, les experts de la co. Et on les applaudit très fort, évidemment. Ce sera que Stéphanie, tout compte fait. Alors, ouais, on y va? C'est parti, 3 minutes. Chers membres du jury, nous avons tous ici le même ennemi, la manipulation de l'information. Chacun d'entre vous lutte avec ses moyens, j'en suis certaine. Mon magazine L'Éléphant Junior lutte avec une rubrique, les experts de la co. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, L'Éléphant Junior est une revue bimestrielle de culture générale pour les 8-13 ans, qui existe depuis 2020 et qui appartient à Scrineo, un éditeur indépendant. Ah oui, à propos aussi, il y a beaucoup de jeunes dans la salle, mais à propos du titre de notre rubrique, les experts de la co, je précise aussi que co veut dire connexion en langage jeune. Ça, c'est un petit clin d'œil pour les boomers qui sont dans la salle. Alors, pourquoi cette rubrique, les experts de la co, dans un journal pour enfants, puisque les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 15 ans? Eh bien, parce que nous savons tous qu'en réalité, les enfants vont très tôt sur Internet, et sur YouTube en particulier, et parce que nous pensons justement qu'il est primordial de les éduquer à un bon usage du numérique, bien avant l'adolescence et leur plongée dans les réseaux sociaux. Notre rubrique est très concrète. Chaque article explique un type de manipulation en ligne. Par exemple, le typo-squatting, une technique qui consiste à copier un site internet, ou encore le spamouflage, une technique qui consiste par exemple à glisser un message politique dans une vidéo d'influenceur sur la mode, la musique ou tout autre sujet.
Nous apprenons à nos jeunes lecteurs en quoi ce sont des tromperies, et surtout nous leur donnons des conseils pratiques pour apprendre à les détecter. Nos sources sont les données de Viginum, le service de l'État qui lutte contre la manipulation de l'information sur Internet. Ce sont des experts et nous avons choisi de travailler avec eux pour délivrer une information au top sur des techniques complexes qui évoluent sans cesse. Notre rubrique Les experts de la co est aussi joyeuse et ludique, avec des jeux et des illustrations. Parce que c'est dans l'ADN de notre magazine L'Éléphant Junior, et parce que nous ne voulions surtout pas d'une rubrique anxiogène. Ce sont des illustrations originales de la dessinatrice tourangelle Véro P, ici présente. Véro, je te remercie chaleureusement pour la qualité de tes illustrations qui incarnent les sujets avec tellement d'humour. Chers membres du jury, l'équipe de l'Éléphant Junior est très fière et très honorée d'avoir été sélectionnée pour le prix EMI 2026. Si vous nous attribuez ce prix, nous pourrons élargir les actions que nous menons depuis 5 ans dans les écoles et les collèges, lancer un projet très précis, aller dans les médiathèques et les CDI pour animer des rencontres autour de notre rubrique. Cela nous permettra de donner de solides clés d'utilisation du numérique à un plus grand nombre d'enfants, quel que soit l'endroit où ils habitent et quels que soient leurs milieux sociaux. Contre la manipulation de l'information, nous sommes ici tous mobilisés. L'Éléphant Junior fait sa part. Grâce à vous, nous pourrons aller plus loin. Je vous remercie. Merci beaucoup Stéphanie. Le jury a-t-il une question ? Bonjour, je voulais savoir comment vous avez choisi la tranche d'âge pour dire les conseils, quoi. Alors, nous sommes un magazine donc pour les 8-13 ans. La tranche d'âge, en fait, on est à l'origine, on a un magazine de culture générale et on a donc dans notre magazine on s'intéresse à beaucoup de sujets, histoire, sciences, etc. En plus donc de cette rubrique. Et pourquoi l'âge des 8-13 ans ? Parce que c'est un âge où on commence à s'intéresser à plein de sujets. On est suffisamment, on va dire, structuré pour avoir une ouverture au monde. Et voilà. Et donc, on avait envie de donner toutes ces informations à cette tranche d'âge-là. C'est la fin de l'école primaire et le début du collège. Voilà. Une question sur le coût. Combien coûte le magazine et est-ce que vous le mettez à disposition gratuitement dans les CDI et autres ? Alors, donc, j'ai pas précisé, on est bimestriel. On a, effectivement, chaque numéro coûte 7,90 €. On a des tarifs d'abonnement à prix réduit autour de 42 € pour l'année pour les médiathèques et CDI. Et on fait beaucoup d'opérations. J'ai pas eu le temps d'en parler parce qu'en 3 minutes, c'était très court, mais on fait beaucoup d'opérations. Effectivement, on va beaucoup dans les écoles, dans les collèges déjà. On est une petite équipe, mais on essaie vraiment de se démultiplier autant que possible pour aller mener des débats citoyens, pour aller faire des conférences sur les fake news, pour aller expliquer comment on fait un journal. Et puis donc, on espère bientôt pour aller porter aussi notre rubrique sur le numérique, sur le bon usage du numérique auprès des plus jeunes, parce que c'est, on pense, très important. Merci beaucoup. On applaudit l'Éléphant Junior. Merci Stéphanie. Et on enchaîne avec Opération Dynamo 85 ans après. J'appelle Antoine Da Silva nous rejoindre sur scène. Antoine qui a failli ne pas être là à cause d'un train qui venait de Lille et qui n'a failli jamais arriver. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Antoine Da Silva, je représente le groupe Nord Littoral, donc je viens de tout là-haut. Et j'ai bien eu des difficultés à vous rejoindre aujourd'hui, mais je suis très content d'être là et d'être parmi vous. Donc je vais vous parler d'aujourd'hui d'Opération Dynamo 85 ans après, une opération qu'on a menée l'an dernier avec les scolaires en collaboration avec la communauté urbaine de Dunkerque. Derrière moi, là, la dame, c'est Jeanne. Jeanne, elle a plus de 90 ans. Elle a vécu ce qu'elle appelle l'exode. Elle raconte à des élèves de premier accueil du lycée professionnel de Berre c'est ce qui s'est passé durant l'année de ses 5 ans. Elle a quitté son village, elle est partie en bus, en train, elle a perdu son frère de malnutrition, elle s'est réfugiée en Côte d'Or. Elle est revenue 5 ans plus tard chez elle, on n'avait plus rien. On n'avait plus rien parce que Jeanne vivait à Dunkerque. Dunkerque en 1940, en pleine opération Dynamo. Et ça, forcément, auprès de ces jeunes, ça parle, parce que Dunkerque, c'est leur ville. Dunkerque, c'est là où ils grandissent, c'est là où ils voient
encore des traces de cette opération Dynamo. Et donc, Dunkerque, c'est une opération Dynamo, excusez-moi. C'est donc une opération d'évacuation de 300 000 soldats alliés et français qui étaient bloqués par l'avancée des nazis. Du coup, nous, avec la communauté urbaine, on s'est dit, cette mémoire, il faut l'entretenir. Et quoi de mieux pour l'entretenir que de créer des contenus avec des jeunes autour de l'opération Dynamo. De ce fait, je me suis rendu dans les classes participantes, 3 heures d'intervention, au cours desquelles on a travaillé sur les rudiments du journalisme. Et à l'issue de ces 3 heures, chacun repartait en sachant quoi faire, aussi quel contenu créer, choisir son angle, etc. Ce qui nous donne 3 catégories, podcast, vidéo, presse écrite, et chacun s'est réapproprié l'histoire de son territoire. On a eu l'occasion de retrouver donc des rescapés de Dynamo, de se rendre compte des traces d'aujourd'hui, de voir l'archéologie marine, de faire des faux JT, de même s'organiser un voyage dans le temps en podcast où on a revécu l'opération Dynamo telle qu'elle était. Et tout ça, ça s'est terminé au Cursal de Dunkerque, comme beaucoup de choses à Dunkerque. C'était pas pour le carnaval cette fois-ci, mais c'est pour une cérémonie de clôture autour du colloque de la ville mémoire. L'occasion pour chacun de voir que des villes martyrs comme Dunkerque, il y en a d'autres. Il y en a eu d'autres, malheureusement, il y en aura encore d'autres. Et l'occasion aussi de valoriser toutes ces productions sur nos sites. Pour beaucoup, l'opération Dynamo, c'est ce film qui est derrière moi, qui a remporté 3 Oscars, c'est Dunkerque. Mais à Dunkerque, c'est une mémoire que l'on doit entretenir. Parce que les 80 ans de l'opération Dynamo, c'était en 2020. Et en 2020, il y avait d'autres préoccupations. Forcément, je ne vous le raconte pas, on parle du Covid, évidemment. Donc 5 ans après, l'idée, c'était de remettre un peu le curseur dessus, en cherchant avec ces jeunes auprès de ces jeunes à retransmettre cette mémoire afin qu'elle ne disparaisse pas. Parce que quand la mémoire s'efface, l'histoire recommence. Et à Dunkerque, après avoir entendu Jeanne, tous ces jeunes, ils n'ont pas envie que l'histoire recommence. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Est-ce que le jury a une question? Olivier Balin. Ah, trop tard, Albéric. Olivier a été plus rapide. Mais je reviens vers toi après. Merci. Mais combien de journalistes ont été mobilisés? Est-ce que c'était seulement toi? Est-ce qu'il y avait plusieurs journalistes de la rédaction? Non, c'est moi. On a tout centralisé. C'est moi qui suis rendu auprès des 17 classes, de 15 établissements scolaires. Et donc, voilà, je suis rendu dans ces classes. J'avais une présentation de 3 heures. Après, je suis retrouvé certains groupes, notamment la première photo que vous voyez où je participe à l'enregistrement du podcast. Donc, tous ces aspects un peu techniques, je devais intervenir parfois. Mais je suis multitâche, donc c'était pas un problème. Bon, apparemment, tu as répondu à la question d'Albéric en même temps. Donc, merci beaucoup. On peut applaudir très fort l'opération Dynamo avec Antoine Da Silva. On attend sur scène maintenant Alexandre Powlaski-Mayor pour la cellule éducation aux médias du Républicain, l'Est Républicain et Vosges Matin. On l'applaudit bien fort. Bonjour à tous. Alors, je suis venu vous parler d'un projet. En fait, depuis bientôt 10 ans, nos 3 journaux du groupe EBRA, l'Est Républicain, le Républicain Lorrain et Vosges Matin, sont engagés dans les questions d'éducation aux médias et à l'information auprès de tous les publics, des maternelles aux seniors. Cela se traduit par la création de supports comme des journaux des écoliers écrits par et pour les écoliers dans une dizaine de villes du Grand Est, ou encore un journal écrit par et pour les collégiens de Lorraine pour valoriser les filières scientifiques. En parallèle, nous animons plusieurs centaines d'heures d'ateliers émis dans les établissements scolaires, mais aussi les médiathèques ou des maisons de retraite. Pour être au rendez-vous de tous ces enjeux, nous avons d'ailleurs constitué une équipe de journalistes entièrement dédiée aux questions de l'EMI. Nos journaux se trouvant également à la frontière de plusieurs pays, nous réfléchissions depuis 2 ans avec le Clémy de Lorraine et les services académiques pour faire vivre l'EMI dans l'espace européen de la grande région qui regroupe la Wallonie belge, le Luxembourg, la Lorraine, la Sarre et la Rhénanie en Allemagne. Cela aboutit à un vaste projet mené en concertation avec les services de l'éducation des autres pays et mêlant EMI, bilinguisme autour d'un thème central. Dans un premier temps, nous sommes allés animer des ateliers en français et en allemand dans 20 classes de la grande région, touchant ainsi 600 jeunes européens de 10 à 18 ans, du CM2 à la terminale. Il s'agissait de leur fournir les bases du travail journalistique avant de passer à l'acte 2 du projet,
qui a abouti à faire venir 90 jeunes à Metz en novembre dernier pour leur faire participer à de nouveaux ateliers et à la création de contenus, dont des podcasts, des vidéos, mais surtout un journal de 16 pages réalisé en 48 heures chrono, en 4 langues, et sur le thème de l'intelligence artificielle. Ils ont ainsi pu se rendre dans un musée pour voir comment la création artistique s'empare de l'IA. Le directeur d'une scène musicale du Luxembourg est venu leur expliquer l'impact de l'IA sur la création musicale. Ils ont rencontré à la fin d'un match de handball auquel ils ont assisté une joueuse née en Belgique jouant en Metz et pour l'équipe nationale allemande qui leur a expliqué qu'elle avait plusieurs capteurs intégrés dans son maillot pour étudier ses déplacements au cours d'une rencontre, ou encore un ancien ministre de la Santé qui est également venu leur parler des limites et de l'importance de l'IA dans les progrès actuels de la médecine. Outre les enseignants présents et le Clémy, nous avons mobilisé une quinzaine de rédacteurs, de photographes, GRI, monteurs vidéo, infographistes, secrétaires de rédaction pour accompagner les élèves dans la production de tous les contenus en français, en allemand, en luxembourgeois et en anglais. Ce projet s'est achevé au siège de nos titres par l'impression du journal en présence des élèves. Le journal a ensuite été distribué gratuitement dans tous les établissements des 4 pays ayant participé au projet. Le succès de cette première collaboration a convaincu l'ensemble des partenaires de repartir pour une saison 2, déjà programmée en novembre prochain. Et cette initiative a aussi fait des petits, puisque nous venons de réaliser une opération quasi similaire sur l'arc alpin, regroupant la vallée d'Aoste en Italie, la Savoie et un canton suisse. Je vous remercie. Est-ce que le jury a une question ? Merci. Est-ce que les élèves ont co-conçu les contenus, signés parfois tout est fait par eux? Tout est écrit par eux. Voilà. Nous, on n'a rien fait. En fait, on leur a mis... le but, c'est qu'ils appréhendent les outils médiatiques par l'utilisation. Donc, c'est eux qui ont tout écrit. Sauf le petit bonhomme en haut à gauche. Voilà. Et c'est eux qui ont aussi conçu ces infographies. Voilà. Alors, c'était en fait, ce projet mobilise les élèves entre le septembre et mi-novembre. À mi-novembre, on les rassemble sur Metz. C'était la première édition. Et donc là, on a revu les différents partenaires, où on prévoit même un acte 3, puisque une fois qu'on aura fait ce journal, ce seront des ambassadeurs dans leurs établissements, pour qu'en fait, ils continuent à communiquer entre eux dans leurs différentes langues, dans cette grande région. Voilà. Merci beaucoup Alexandre. Et donc c'était Campus transfrontalier des jeunes de la grande région. Et on continue toujours dans la catégorie médias. J'appelle sur scène Morgane Guillet, Louis Barchon pour Brief Science. On les applaudit, on les encourage. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par une petite question brise-glace. À votre avis, parmi les 3 affirmations suivantes, laquelle est la vraie ? On n'utilise que 10% de son cerveau, la Lune influence le nombre de naissances, ou les sangliers allemands sont radioactifs. Je ne vous donne pas la réponse tout de suite, vous l'aurez qu'à la fin, ce qu'on appelle une accroche en journalisme. Donc moi, je suis Morgane Guillet, journaliste et médiatrice scientifique. Et les affirmations que je viens de vous énoncer, on les donne à des lycéens à vérifier en atelier. Pour resituer un peu le contexte, je travaille pour un média qui s'appelle Brief Science, qui est un média en ligne, indépendant de vulgarisation scientifique, financé uniquement par ses lecteurs. Et le principe, c'est que chaque semaine, on fait le point sur un gros sujet d'actualité scientifique qui a marqué l'actu. Par exemple, la semaine dernière, on a parlé des effets du protoxyde d'azote sur la santé. Et cette semaine, on va parler du décollage de la fusée Artemis 2. Donc, c'est très varié. Dans ce cadre, du coup, on s'est rendu compte qu'il y a une grosse défiance envers la science, mais aussi et surtout que les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, ont une difficulté à distinguer ce qui relève d'une opinion, comme par exemple, on n'utilise que 10% de son cerveau, qui est une idée reçue, et de ce qui relève d'un fait scientifique avéré, vérifié par l'expérience, qui fait consensus. Donc on a décidé de mettre à contribution nos compétences en journalisme et en vulgarisation scientifique pour aider les jeunes à s'y retrouver, à distinguer le vrai du faux sur Internet, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux, parce que vous le savez tous, mais les jeunes s'informent essentiellement sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et ça, c'est corroboré par les questionnaires qu'on envoie en amont de nos interventions, qui montrent bien cette réalité. Nos interventions, ça consiste en une conférence devant plusieurs classes généralement, donc ça dure toute une journée, la conférence, ça dure 1 heure,
et au cours de laquelle on parle du métier de journaliste, de comment est-ce qu'on fait pour vérifier une information, de la démarche scientifique, mais aussi de l'aspect psychologique de la recherche de l'information, c'est-à-dire être prêt à faire évoluer son opinion, se méfier de certains biais cognitifs comme le biais de confirmation qui peuvent entraver en fait les recherches. Cette conférence, elle est suivie par un atelier au choix choisi par le professeur, un atelier d'1 heure, soit du fact-checking pur et dur, dans laquelle les élèves se mettent à la place d'un journaliste et vérifient des informations un peu loufoques comme celles que je vous ai données au début, soit un grand quiz sur la transition énergétique. Alors pourquoi ce thème-là ? Parce qu'il revient beaucoup dans l'actualité, il est très complexe, il faut avoir beaucoup de connaissances sur le sujet pour se faire une opinion éclairée, et puis surtout c'est un sujet qui va accompagner les élèves tout au long de leur vie, parce qu'on n'est pas prêt encore de passer des énergies fossiles aux énergies plus durables, c'est que le début. On est donc intervenu dans plus de 40 lycées, on a sensibilisé plus de 3000 lycéens, grâce aussi aux 2 autres journalistes qui interviennent avec moi, et puis grâce à Louis Barchon qui fait le lien avec les lycées. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et juste, dernière chose, la bonne réponse c'était les sangliers radioactifs. Merci beaucoup. Le jury, est-ce que vous avez une question à poser ? Damien. Oui, j'avais une question. Est-ce qu'on a vraiment marché sur la Lune ? Et plus sérieusement, ce sont des ateliers en présentiel uniquement ou aussi en distanciel ? J'ai vu un écran à un moment donné sur une photo. C'est uniquement des ateliers en présentiel. Donc, généralement, on se rend toute une journée dans un lycée, on enchaîne la conférence devant plusieurs classes, puis une série d'ateliers en demi-groupe. Et pour la Lune, vous irez vérifier vous-même les informations. Ouais, merci beaucoup. On peut les applaudir très fort. Donc, c'était une journée dans la peau d'une journaliste scientifique. On va continuer avec une nouvelle catégorie, la catégorie école. Et je vais appeler Marie Especel sur scène. On l'applaudit bien fort, merci. Aujourd'hui, dans Les mystères de Prévert, l'étrange affaire de Lalibarde. Noël 1790, nord de la Gironde, sur les hauteurs de la petite ville de Bourg. Le lieu-dit Lalibarde est le théâtre d'une mystérieuse série d'empoisonnements. Mais avant de vous raconter cette ténébreuse affaire, laissez-nous vous présenter Sieur Pierre Gouaneau, le curé de Lalibarde, qui est également la première victime de notre histoire. Étudier un cold case journalistique de la fin du XVIIIe siècle avec des ados de 13 ans, vraiment. Un tel projet des moins spectaculaires peut-il prétendre à ce prix EMI ? Ah oui, parce que ce projet, c'est avant tout une question de... En fait, c'est un projet éducatif. Vous savez, ce E de EMI, l'étrange affaire de Lalibarde, c'est en fait de l'EMI un peu à contre-courant. Pas d'Internet, pas de réseaux sociaux, pas de questions de cybercitoyenneté, même pas un journaliste cette fois-ci pour nous aider, juste des faits, des élèves et moi. En déterrant cette histoire, mes élèves ont dû se défaire de l'image d'Épinal du journaliste baroudeur ou star du JT. À la place, on a repris les bases. Épluchage des archives, visite des lieux et de l'écriture. Beaucoup d'écriture. Alors pourquoi ce parti pris ? Parce que finalement, faire de l'EMI et être apprenti journaliste, c'est d'abord prendre le temps de se pencher sur les sources. C'est avoir le recul critique pour distinguer un fait d'une opinion et dans notre cas, d'une rumeur. C'est également être capable de hiérarchiser l'information, ne pas s'emballer face au sensationnel, ni être tenté de partager l'explication qui nous conforte. C'est enfin avoir l'honnêteté de savoir dire que l'on ne sait pas. Ça, c'est le I de EMI. De ce matériau, les élèves en ont fait une émission de radio. C'est un média qu'ils pratiquaient déjà. Ils ont choisi de redonner une voix à tous ces protagonistes d'il y a 2 siècles. Et en cela, ils se sont inspirés du maître en la matière, Fabrice Drouel. Conférence de rédaction, écriture à 28 mains, pilotée par 3 mini-rédacteurs en chef, interview d'un grand témoin et enregistrement en direct et en public d'une émission de radio, le tout mené en autonomie par les élèves, que ce soit en régie, en plateau ou au montage. Vous l'avez ? C'est le M de média.
Défendre ce projet, pour nous, enfin pour moi toute seule aujourd'hui, dans la catégorie école, c'est défendre une certaine conception de la démarche pédagogique de l'EMI. C'est défendre des pratiques de terrain, du quotidien, parfois un peu artisanales, mais qui permettent aux élèves de devenir pas à pas des apprentis journalistes éclairés. Et finalement capables ensuite de traiter des questions plus proches d'eux, des sujets plus dans l'actualité, dans l'air du temps, et qui les concernent un peu plus. En fait, ce projet, surtout, il est compliqué à mettre en œuvre dans un collège comme le mien, qui est un collège rural, loin de tout, sans moyens, où il est parfois difficile de mettre en place des partenariats avec des professionnels ou des associations. Et donc, quand c'est pas simple, les élèves et leurs projets ont d'autant plus de mérite. Et j'ai une dernière chose à ajouter. Au vu du nombre de jeunes auditeurs que j'ai fait gagner à Fabrice Drouel, ce serait bien que ce podcast arrive à ses oreilles. Et malgré toutes nos tentatives, ce n'est pas encore le cas. Alors, si vous avez un 06, moi, j'ai des flyers. Merci. Merci beaucoup, Marie. Y a-t-il une question dans le jury? Tout a été dit. Voilà. Marie, vous avez bien fait le job. Ah, Olivier. Vous avez peut-être un 06. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, on peut s'arranger de quelqu'un qui bosse avec Fabrice Drouel. Mais c'était pas ça la question. C'était est-ce que vous pensez que c'est duplicable dans d'autres établissements? Parce que finalement c'est très localisé à une étrange affaire, mais est-ce que vous avez un livrable à partager? Pas particulièrement. En fait, moi, je crois aussi en des projets EMI qui viennent du terrain, qui viennent de l'opportunité. Là, il s'agit d'un sujet local. Alors oui, c'est transposable. Il suffit que vous ayez une affaire incroyable autour de chez vous, qui ne nécessite que de bonnes chaussures pour aller visiter une ancienne crypte et une église en ruine, que vous ayez une bibliothèque prête à vous accueillir, qui vous ouvre ses archives. Et là, on peut se lancer dans toutes les pistes. Le projet, en fait, on n'est pas parti de l'idée de faire un projet de ce type, c'est qu'on a découvert cette histoire et il était tellement évident qu'elle prenne cette forme-là. Donc un livrable, non, mais une démarche avec tout le projet renseigné, évidemment. Merci beaucoup, Marie. C'était donc l'étrange affaire de la Libarde. On continue dans la catégorie école. Et j'invite sur scène Caroline Vinet, Marie Lebrun et Tristan Goldbronn et donc le lycée Philippe Kieffer pour comprendre et défaire les discours masculinistes en ligne. On les applaudit bien fort. On l'applaudit bien fort. Bonjour, on est la classe média du lycée Philippe Kieffer à Cormeilles-en-Parisis. On ne peut pas être là aujourd'hui, alors on vous a fait une petite vidéo pour vous présenter notre travail. On a travaillé avec nos professeurs et Caroline, Marie et Tristan de l'association La Chance. Notre thème, c'était le sexisme sur les réseaux sociaux. Mais attention, hein, c'était un très, très gros chantier. On a cherché des infos et travaillé sur des sujets qu'on ne connaissait pas très bien au départ. On a même été interviewer des expertes. On s'est rendu compte qu'on y était confrontés tous les jours en scrollant. Les idées sexistes et masculines, c'est partout, et aussi dans la vraie vie. Et on a visité la rédaction du journal Libération. Et voilà, on vous présente nos vidéos sur le masculinisme et les femmes et la rue, l'éducation des filles et le debunkage d'une vidéo masculine. Mais comment est-ce qu'on les a faites ? Même si tous les groupes n'ont pas exactement procédé de la même façon, les principales étapes ont été l'écriture des textes, trouver les illustrations, filmer les images et participer au montage. Vous avez aimé notre travail ? Votez pour nous et rejoignez-nous dans notre lutte. Déconstruis-toi. Vérifie si ce qu'il dit c'est vrai ou pas. Et aussi, pourquoi t'as balancé ton téléphone ? Ah, je sais pas, j'avais envie d'un nouveau tel. Et puis ce gars, il m'a énervé. Voyons, un peu de sérieux les amis. Et ok pour aller faire l'enquête. Déjà, il parle de l'évolution de la place des femmes dans la société. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le divorce et le taux de suicide ? Je pense qu'on devrait se répartir les tâches. Je prends le taux de divorce. Moi, je prends le taux de suicide. Moi, le taux de séparation. Quelques heures plus tard.
Chaque année, en Île-de-France, la séparation concerne une part non négligeable des couples. Sur les 2,5 millions de couples qui vivent dans la région, qu'ils soient mariés, pacsés ou en union libre, environ 3% mettent fin à leur relation. Mais au-delà de la rupture affective, la séparation entraîne aussi une conséquence très concrète sur leur quotidien. Ce que vous venez de voir, c'est un extrait entièrement écrit, réalisé et animé par les élèves du lycée Philippe Kiefer. Donc déjà, on peut les applaudir. Les discours masculinistes sont partout en ligne, ils sont partout sur les réseaux sociaux et surtout, ils touchent principalement les jeunes. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre? On s'appuie sur des faits. On apprend à faire des recherches sur Internet et à aller vérifier ce que ces influenceurs nous disent. On apprend aussi à utiliser l'IA avec intelligence, cette fois-ci, en analysant les sources, en les croisant avec des interviews d'expertes peut-être, et aussi en essayant de comprendre aussi le texte que certaines IA peuvent nous faire faire. Et dans ce cas-là, on a choisi d'utiliser l'IA et surtout de faire mettre en image les textes par les élèves pour être sûr qu'ils comprennent bien ce qu'ils disent. On a utilisé ce qu'ils utilisent au quotidien, c'est-à-dire les réseaux sociaux, et on leur a fait faire des petites vidéos au format réseaux sociaux, c'est-à-dire d'1 minute 30. Le tout pour qu'ils ne soient plus passifs devant les discours masculinistes en ligne, mais qu'ils deviennent actifs et comprennent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Moi, juste des questions très pratiques. Combien d'élèves, sur quelle durée, quelle classe, quel niveau scolaire, etc. Tout à fait. Alors, donc c'était une classe de 30 élèves de niveau seconde du lycée Cormeilles-en-Parisis. On a commencé au mois de novembre et on a fini au mois de février. Donc ils ont eu aussi les vacances de Noël pour travailler dessus, et notamment la vidéo que vous avez vue. Certains élèves ont passé absolument leurs vacances entières de Noël à préparer ces petites animations qu'ils ont fait absolument eux-mêmes, de A à Z. Merci beaucoup. C'était donc comprendre et défaire les discours masculinistes en ligne. Et on enchaîne avec le collège Henri Wallon d'Aubervilliers. Je crois que c'est Félix Patiès qui va nous rejoindre sur scène. Ah, il n'y a pas que Félix apparemment. On les applaudit bien fort. Bonjour. Alors, nous sommes le collège Henri Wallon et voilà. Pour commencer cette introduction, je vais faire l'animation. C'était quoi le problème? Un journaliste qui est Martin et notre enseignant Histoire Géo EMC, Monsieur Patiès, nous ont donné des dizaines de photos en noir et en blanc, sans indication, avec seulement des dates et des commentaires au dos. Nous avons dû résoudre ce problème et réaliser un documentaire sonore sur ce sujet. Grâce aux légendes sous les photos, on a su quand et où étaient prises les photos. On a donc émis des hypothèses et nous avons poursuivi l'enquête sur l'identité du photographe. Voici un extrait sonore de notre travail. Moi, je pense que c'est un homme haut placé dans l'Allemagne, parce que les caméras, elles étaient plutôt grosses et elles étaient visibles. Et je pense pas qu'avant, ils pouvaient prendre des photos. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui pouvait avoir le droit de prendre des photos. Et je pense que c'est quelqu'un de quand même très haut placé. Une autre hypothèse? Cérine. Moi, je pense pas que c'est un Allemand, parce que je pense que c'est peut-être un Français, du coup, qui photographe ce que les Allemands ils font. Surtout, on peut voir sur une photo en 1940 qu'il y a un Allemand qui a pas apprécié d'être photographié, donc je pense pas qu'il fait partie de... Comment tu sais qu'il apprécie pas? C'est écrit, et aussi on peut voir sur son visage. C'est le commentaire, c'est écrit ça? Oui. Tu peux nous le lire? Monsieur Fritz n'a pas l'air content d'être photographié. Regardez son air aimable. Vue prise le 14 juillet 1940 à 14h15. Dans ce podcast, on vous embarque pour une histoire qui parle de courage et de résistance,
Un récit qui ne ressemble à aucun autre et qui raconte ces millions de vies percutées, détournées, détruites par la Seconde Guerre mondiale. Au Monde, au bâtiment du journal Le Monde. Ok. Et on est venu faire quoi? Le visiter les locaux. Et parler avec Philippe Broussard. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps de répondre à nos questions. Notre projet, c'est de refaire votre enquête en version radio via un podcast. Bienvenue. Merci. Pourquoi il a fait ces photos? Moi, je pense que toute la richesse et la force de cette histoire, elle est là. Lui, son principal but, c'était d'informer, de transmettre ces informations, de dire voilà comment était la France à ce moment-là. Ce qu'il a réussi à faire, ce qu'il a fait, c'est que vous êtes là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en train de souligner l'acte héroïque de quelqu'un. Alors, il n'a pas fait sauter un pont, il n'a pas assassiné un nazi, il a pris des photos. Et les photos, ces photos nous obligent à nous interroger aujourd'hui sur ce qu'est la résistance, la liberté, le courage. Donc voilà, et il a réussi. L'enquête a duré plusieurs jours. Nous avons fait beaucoup d'autres interviews, comme aux archives de la police, ou encore on a visité le musée de la Libération. Et alors, un an plus tard, voilà, parce que ça fait un an qu'on a réalisé ce documentaire, qu'est-ce que vous retenez de ce documentaire? Un an plus tard, on retient beaucoup de choses de ce projet, notamment les nombreuses rencontres qu'on a pu faire et tous les lieux qu'on a découverts en lien avec cette période sombre de l'histoire de la France. Ce qui nous a notamment marqué, c'est les découvertes qu'on a fait aux archives de police, les lettres d'un corbeau qui visait à dénoncer les activités de Raoul Minot, ce qui a conduit à son arrestation par la police française et à sa déportation par les occupants nazis. Ce qui a aussi marqué notre attention durant la visite à Auschwitz en Pologne, c'est les différents lieux des camps de concentration, la grandeur des camps de travail comparée à la petitesse des centres de mise à mort. Et à la fin, on a vraiment été émus par le fait que Raoul Minot meurt durant les marches de la mort en avril 1945, tandis que la guerre touchait à sa fin. Nous avons également découvert beaucoup de métiers, par exemple les savoir-faire des journalistes ou même les savoir-faire des historiens et des historiennes, par exemple la périodisation. Et donc nous avons enregistré notre parcours et grâce à ces enregistrements, nous avons pu produire un documentaire sonore qui a été qu'on a diffusé dans un cinéma. Au final, nous avons vraiment aimé vivre cette enquête entre camarades de classe. Merci de nous avoir écoutés. Y a-t-il des questions pour le collège Henri Wallon? Non. Eh bien, on les applaudit très fort alors. On arrive à l'avant-dernière catégorie. Je sens que les applaudissements sont un peu plus mous, hein. Il va falloir vous reprendre un peu. Et on va commencer donc cette catégorie bibliothèque avec la médiathèque Christian Bobin pour le Labo de l'info. Et donc on les applaudit très fort. C'est votre prénom, c'est Sarah. Et c'est la médiathèque Kirsten. C'est ça. J'introduis après on lance la vidéo. Alors attendez, je mets la vidéo, je la lance dès que vous me dites. Allez-y, c'est parti. Alors, à la médiathèque du Creusot, nous avons fait le choix d'intégrer l'EMI dans les rendez-vous réguliers de notre programmation culturelle. Le Creusot, c'est une petite ville de 20 000 habitants au sud de la Bourgogne. Nous avons une médiathèque très dynamique, mais qui jusqu'à présent ne proposait pratiquement pas d'éducation aux médias. Et à l'occasion d'un recrutement, nous avons orienté une partie de la fiche de poste sur des missions et des compétences en EMI, et Claire a pu intégrer notre équipe. Et depuis 2025, depuis octobre 2025, elle a développé le Labo de l'info. Et avant qu'elle vous en dise un peu plus, une petite vidéo de présentation.
Le Labo de l'Info, c'est plusieurs rendez-vous autour de thématiques communes liées à l'éducation, aux médias et à l'information. Concrètement, ce sont des ateliers numériques au cours desquels on abordera des sujets comme l'intelligence artificielle, les fake news, les réseaux sociaux ou encore la protection des données. À la médiathèque, nous proposons le Lab pour les adultes et le Mini-Lab pour les familles. En dehors de la médiathèque, nous intervenons au collège, mais aussi auprès d'adolescents hors du temps scolaire et auprès de nos collègues. Si vous êtes un particulier, vous trouverez toutes les informations sur notre site internet, sur les réseaux sociaux ou encore directement à la médiathèque. Si vous êtes un enseignant, une association ou un agent de la ville, vous pouvez nous contacter directement par l'adresse email de la médiathèque. À bientôt! Donc voilà, le Labo de l'Info, c'est notre réponse à une double problématique. La première, c'est un besoin d'EMI sur notre territoire qui touche des publics extrêmement variés. Et la deuxième, c'est des moyens limités, à savoir une partie de mon temps de travail et une petite salle informatique. Face à ce constat, pour pouvoir être la plus efficace et toucher le plus de monde possible, j'ai collecté des informations et des outils sur 3 grandes thématiques et j'ai créé des trames d'ateliers. Ces trames d'ateliers, je peux ensuite facilement les personnaliser en fonction de la demande qu'on me fait, en fonction d'une contrainte imposée ou en fonction du public que je vise. Je donne ces ateliers, ce sont des ateliers qui sont avant tout participatifs et ludiques. Les participants vont retenir, vont expérimenter par eux-mêmes et c'est comme ça, je le crois, qu'ils vont être impactés par un changement d'habitude et ils vont sortir mieux outillés et mieux protégés. Je donne ces ateliers à différents publics, en particulier à des collègues. Et ces collègues, une fois qu'ils ont participé aux ateliers, ils peuvent repartir avec les trames d'ateliers et les ressources, de telle sorte qu'ils peuvent ensuite se les approprier et les donner dans leur structure. On complète ces ateliers avec de la programmation un peu plus ponctuelle. On a notamment accueilli une exposition de la souris grise. On a eu un escape game proposé par l'UFC Que Choisir sur la protection de données. Et à partir de mai, on lance des cafés IA, qui est un rendez-vous qui se veut plus informel, plus horizontal et surtout qui est sans numérique, pour toucher encore plus de gens. Entre octobre et juin, j'aurais donné une 15aine d'ateliers à la médiathèque ou en dehors de la médiathèque. Pour conclure, notre objectif, c'est d'arriver à avoir un rendez-vous public par mois à la médiathèque EMI, à partir de la rentrée, donc à partir de septembre 2026, tous les mois, toute l'année, chaque année. Voilà. Bravo à vous deux. Le jury, est-ce que vous avez une question à leur poser ? Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux petits exemples concrets de ce que vous faites, par exemple, dans le mini-lab ? Alors, je vais vous donner l'exemple Lab, Mini-Lab, puisque souvent je les monte en parallèle. Le dernier atelier que j'ai donné s'appelait « Peut-on encore croire ce qu'on voit ?» Chez les adultes, on a expérimenté des méthodes d'OSINT et ensuite on s'est plongé dans les deepfakes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2026, la bascule qui s'est opérée? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels outils existent? Et tout ça. Chez les familles, j'ai pris complètement pas le contre-pied, mais une porte d'entrée complètement différente. Alors, je ne l'ai pas donné parce que le rendez-vous famille était le 7 avril et on a été nominé à ce prix. mais je le donnerai. Et là, on part d'exemples qui sont connus, qu'on trouve en ligne, d'illusions d'optique, où je fais notamment parler les enfants et les parents. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que la danseuse, elle tourne vers la droite, vers la gauche? Est-ce que le cheval avance, recule? Et à partir de ça, on parle du fait que le cerveau peut nous mentir, qu'on peut être trompé. Et ensuite, mon idée, c'est de leur faire raconter des histoires. Ils ont tous la même banque d'images. Je leur donne les mêmes images à tous. Et je vais leur demander de raconter une histoire. Et normalement, chaque groupe va me raconter une histoire différente parce que selon l'ordre dans lequel on agence les photos et selon les sous-titres qu'on met aux photos, on ne leur donne pas le même sens. Voilà comment des petits, je vais les sensibiliser, disons, à peut-on encore croire ce qu'on voit. Merci beaucoup. C'était donc la médiathèque Christian Bobin pour le Labo de l'Info. Je pense, il y a encore une question peut-être? Ah oui, pardon, je suis désolée, je n'avais pas vu. Alors, je crois qu'on a bien compris que c'est un projet qui vise à être accessible. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un coût de participation ou pas?
Merci. Et non, c'est ce qu'il y a encore de mieux de travailler dans une médiathèque. En tout cas, dans la nôtre, l'accès à la médiathèque est gratuit, simplifié le plus possible. La participation à tous les ateliers est gratuite et on participe donc auprès de scolaires, mais aussi pour des associations d'intégration, d'insertion de jeunes à l'emploi. Et tout ça, c'est gratuit, sous réserve du temps que j'ai. Mais tout est gratuit. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais appeler sur scène le réseau des médiathèques de Lorient avec Sophie Campeau et Cécile Comte pour le fil d'Ariane. On peut les applaudir. Trois minutes, c'est le temps qu'il nous a fallu pour réaliser cette image. Je vous l'accorde, c'est un peu bâclé, mais pour un travail réalisé en 3 minutes, c'est assez bluffant quand même. 3 minutes, c'est aussi le temps qu'il a fallu à mon collègue Philippe Denis pour me convaincre de partir avec lui dans cette folle aventure du fil d'Ariane, un projet d'EMI comme on n'en avait encore jamais réalisé à Lorient. Imaginez, une ville de 58 000 habitants, un réseau de 3 médiathèques. Dans cette médiathèque, 2 collègues. Le premier, passionné par l'intelligence artificielle et par les médias. La deuxième, une bibliothécaire à la fibre sociale et biberonnée à la zététique. Ajoutez à cela 3 journalistes, Raphaël Baldos, Laure Briot et Élodie Fournier, des locaux, ainsi que bon nombre de partenaires. La DRAC Bretagne, 3 centres sociaux, un collège, un accueil de jour pour jeunes en décrochage scolaire et un centre de formation pour adultes allophones. Le résultat, une résidence de 3 journalistes sur toute l'année 2025 pour un total d'une centaine d'heures. En vrac, on y trouve des cafés actus et des ateliers intitulés La fabrique de l'info. On apprend à y différencier information, infox et contenu publicitaire. On organise aussi des interventions en collège. 80 jeunes de 4e découvrent le métier de journaliste et apprennent à décrypter l'information. À tel point qu'à la fin, ce sont eux qui interviewent les journalistes. Et puis on propose 4 masterclass sur les techniques journalistiques à destination des rédacteurs bénévoles d'un journal de quartier. Et puis, comme on aime bien les masterclass, on en programme 4 autres pour apprendre à réaliser un podcast de A à Z. L'idée sous-jacente, c'est de lancer le podcast des médiathèques de Lorient. Bien sûr, on veut aussi coller à l'actualité. On ajoute donc 2 conférences par des professeurs d'université, Cécile Vessier et Julien Giry, qui viennent nous parler respectivement des mesures de désinformation du Kremlin aujourd'hui et du complotisme dans l'histoire des États-Unis. Et parce que c'est important, les conférences sont interprétées en langue des signes française. Et puis, on se dit qu'après tout, le journalisme d'investigation existe aussi à l'échelle locale. Alors, on invite Splend. Splend, c'est un média d'information indépendant breton. Et Splend vient nous raconter sa dernière enquête de terrain sur la disparition du bocage en Bretagne. Dans la salle, on a eu des paysans, des élus locaux et puis des simples curieux. Les échanges fusent. Et finalement, comme on est une médiathèque, on revient à l'essentiel, la rencontre d'auteurs. L'autrice en question, c'est Catherine Barraud. L'un de ses romans est en lice pour le prix Facile à lire Bretagne 2025. Comme on participe aussi à ce prix, l'occasion est trop belle. On confie à des jeunes en décrochage scolaire le soin d'accueillir l'autrice et de l'interviewer. On en profite pour leur faire réaliser un podcast sur le livre et on y associe aussi un groupe d'adultes allophones. Au final, tous ensemble, on expérimente. On essaye de comprendre, on s'informe et on débat autour de l'actualité. Bref, on fait notre boulot de citoyen. Alors cette image, fake news ou réalité ? Y a-t-il une question déjà ? Oui, Marie-Laure Chérel. Vous avez débuté ce projet depuis combien de temps et combien de personnes vous avez touchées depuis le début du projet ? Alors, on l'a débuté en mars 2025 et tout au long de l'année 2025. Combien de personnes on a touché en tout ? C'est assez compliqué de répondre parce qu'on a eu, au niveau du collège, c'était à peu près 80 élèves. Après, on avait le grand public qui venait. On n'a pas parlé de tout non plus. On avait des expositions en libre accès. Les conférences, elles étaient pleines les 2 fois, donc ça fait 70 personnes à peu près. x2. Et au niveau des ateliers, que ce soit dans les centres sociaux ou à la médiathèque, on était autour d'une dizaine, 10 à 15 participants. Ça allait des plus jeunes qui devaient avoir autour de 8 ans en accompagnement scolaire
Et après, des adultes et des seniors aussi. Et des seniors aussi. Donc, je pense quelques centaines. Quelques centaines, oui. Merci beaucoup, on les applaudit bien fort. Donc, le fil d'Ariane, réseau des médiathèques de Lorient. Et on va appeler la dernière médiathèque à venir sur scène. Il s'agit du réseau des médiathèques de Saint-Nazaire-Aglo pour Dans nos bulles. J'appelle Sandrine Barbazang et Mathilde Chevret. Alors attendez avant de commencer. Bonjour. Nous, notre projet est né déjà de la mise en réseau de 10 bibliothèques du territoire de Saint-Nazaire-Aglo. Donc c'est un territoire, une mise en réseau assez récente, puisqu'on a 2 ans. L'idée était de proposer des actions communes, notamment autour de l'éducation aux médias et à l'information. C'est pourquoi, avec le soutien de la DRAC, nous avons lancé une résidence de journalistes centrée autour de la bande dessinée documentaire. On est bibliothécaire, alors la bande dessinée, c'était assez évident. Et c'est aussi un support assez en vogue pour vulgariser l'information et toucher des publics variés. Le programme Dans nos bulles, porté par Mathilde ici présente et Silver, nous a permis de proposer une multiplicité de rendez-vous dans la totalité des médiathèques du territoire, ce qui était un de nos objectifs, de toucher vraiment, puisqu'on est sur un territoire à la fois partagé, industriel, balnéaire, rural. Donc c'était aussi l'objectif de la résidence. 2 actions ont particulièrement marqué les participants. La première, c'était des interviews de résidents d'EHPAD réalisées par des jeunes et suivies d'échanges assez forts lorsque ces jeunes sont allés présenter la création de leur planche BD à l'issue de ces rencontres. Et la seconde, c'était une mini-résidence dans la résidence avec 3 classes sur 3 semaines et des élèves qu'on a pu voir progresser au point qu'ils ont réussi à présenter leurs travaux à leur famille et à d'autres élèves de leurs écoles ou d'autres écoles du reste. Et ce projet, il se veut ludique, accessible, créatif, vivant, comme les LEMI, une démarche qui repose donc sur les fondamentaux, évidemment, lever les freins par rapport au dessin en premier lieu, aiguiser l'esprit critique, raconter des histoires, faire vivre le vivant, partir du factuel toujours, du champ des connaissances, des livres dans les médiathèques, appréhender aussi une méthodologie propre aux recherches, vérification des sources, interview. Nous avons donc eu à cœur, avec Silver, qui n'est pas là, mais qui est là avec nous en pensée, auteur de bande dessinée, et moi-même, donc journaliste et formatrice en éducation aux médias, que les publics s'emparent des sujets d'actu. Évidemment, ils étaient très variés, et ils ont donné lieu à des échanges très riches, très nourris. Et on a proposé en tout donc une dizaine d'ateliers. On a eu la chance d'avoir une page blanche, donc on s'en est donné à cœur joie. Donc il y avait des ateliers comme Petit ou Grand Reporter, Créer la BD conspi, Ton dessin de presse, ou encore On ne peut plus rien dire sur la liberté d'expression, ou encore l'atelier Interdit aux enfants pour réinvestir en famille les espaces No Kids, où l'enseignement artistique et culturel, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Donc on retient, entre autres, sur cette résidence, le volet intergénérationnel, la joie de vivre, important, des publics, repartir avec sa planche, etc., après de nombreux efforts, et des retours positifs. Donc on a eu la chance aussi de poursuivre depuis l'aventure avec Silver, ce duo que l'on forme en complémentarité pour pouvoir accompagner d'autres publics, donc dans le cadre d'une autre résidence et puis d'autres actions émises. Et voilà, la bande dessinée est un support fertile, disons. Et donc, en conclusion, on n'est pas peu fiers que c'est été récupéré par d'autres territoires. Et c'était une première expérience assez riche pour nous. Vraiment, ce sont les balbutiements. Et on est en train de relancer une nouvelle résidence. Merci à tous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une main dans le jury qui se lève? Oui. Damien Fleureau. Oui, bravo pour votre projet. Donc là, on voit des publications sur Instagram, c'est-à-dire que vous avez publié, donc j'imagine, un carnet de bord de ce projet. Est-ce que aussi vous avez publié des planches, parce qu'en fait, la BD se consomme beaucoup aujourd'hui aussi sur les écrans?
Oui, tout à fait. En fait, on a créé... alors, il y a eu des livrets qui ont été distribués à toutes les classes, les publics, etc. Ils sont repartis avec leur planche en premier lieu. Il y a eu beaucoup d'expositions aussi dans les médiathèques, parce que c'était le lieu vraiment de la création et dans les écoles. Et puis, par ailleurs, il y avait ce compte Insta qui existe toujours. Donc là, on est en finalisation d'une deuxième résidence, mais dans tous les cas, l'idée, c'est de faire vivre le projet et donc donner à voir au grand public et aux familles, etc., etc. Et dans le cadre de l'action avec les classes, les enfants sont repartis avec le petit livret récapitulatif également de leur création et de toute l'expérience dans les 3 classes. Merci beaucoup. Merci. Et bravo à tous les projets. C'est enrichissant de voir tout ça. C'est donc Dans nos bulles, le réseau des médiathèques de Saint-Nazaire. Et nous passons à la dernière catégorie, la catégorie association. Et on va appeler Étienne Millien à remonter sur scène pour l'APEM. Et on applaudit Étienne, s'il vous plaît. Rebonjour à tous. J'ai une petite question pour vous et vous allez me répondre à main levée. D'accord? C'est simple. À main levée. Donc, qui pense que limiter l'accès au réseau aux moins de 15 ans va changer quelque chose? Qui pense que oui? Ok. C'est bon, merci. Qui pense que ces mesures ne font que reculer le problème? Merci de vos réponses. Donc vous voyez, on a tous un point de vue, qu'on soit spécialiste ou non d'un sujet. On a tous une opinion. Maintenant, si pour forger un petit peu nos opinions, eh bien, je vous partage des éléments. Je vous partage un article. Je vous partage une vidéo avec une interview d'experts. Je vous partage des statistiques. Ben, votre point de vue, tout simplement, il va s'affiner. Et voilà, on va pouvoir confronter nos idées, argumenter, échanger. Et puis pour vous aider, on va vous guider, on va vous demander de prendre position. Est-ce que vous pensez que seule une interdiction ferme indique le haut degré de danger d'un produit? Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec cet argument? Est-ce qu'une limite d'âge, ça se contourne facilement finalement et que la limite ne sert à rien? Voilà un autre point de vue. Bref, vous venez d'avoir, en résumé, une séance de l'actu en débat. C'est comme ça que ça se passe. On commence avec un quiz. On le rend interactif, le quiz, avec un QR code. On commence avec un quiz. On partage des ressources journalistiques. Et puis on va après chercher des éléments d'information pour animer un débat. Et là, on a un vrai débat. Et c'est à moi, animateur, eh bien, de faire en sorte que, au cours de ce débat, j'explique pourquoi les ressources journalistiques, quand je dis je, nous journalistes, les ressources journalistiques vont nourrir notre opinion. Et le but du jeu de cet outil qu'on a développé, eh bien, justement, c'est de remettre le journalisme dans l'éducation média en tant qu'intermédiaire, dans son rôle d'intermédiaire dans la société. Montrer l'utilité, de faire prendre conscience à ceux qui participent à un débat, voilà, qu'avec un peu plus de ressources journalistiques, on avance dans la conversation. C'est le seul but de cet outil. C'est un outil qu'on a développé il y a 3 ans maintenant, au départ avec des bibliothécaires en formation, puis ensuite avec des journalistes. On l'a adapté, il existe en Belgique aujourd'hui. On a fait un manuel de prise en main pour une version dans tous les pays francophones qui est disponible sur notre site. Le but du jeu avec cette version numérique, Marie, tu me dis quand je dois m'arrêter, hein, eh bien, c'est simplement de le rendre accessible au plus grand nombre, à tous les journalistes qui veulent l'utiliser. C'est entièrement gratuit. On forme, nous, les gens, à l'utilisation de la plateforme et on espère développer une formation pour des enseignants après. La seule règle qu'on essaye de garder, parce qu'on a une bibliothèque de séances qu'on partage, c'est ouvrir toujours le débat par une question fermée sur laquelle on va se prononcer. Vous êtes pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux? Parce qu'elle nous demande à nous positionner, elle nous appelle à nous positionner, et derrière, on engage une conversation. Le but du jeu, encore une fois, avec l'actu en débat, c'est d'amener une conversation construite avec des arguments journalistiques ou tirés du journalisme pour nourrir notre opinion et notre conversation. Bien, pardon. Albéric de Gouville. Oui, pour bien comprendre, donc vous mettez cet outil à disposition d'enseignants, bibliothécaires, etc. Pour l'instant, de journalistes uniquement. Des journalistes uniquement, et à partir de cet outil, ils peuvent intervenir dans des classes, voilà. Ils peuvent créer leur séance. Il suffit de s'inscrire sur la plateforme quand on est journaliste, on peut créer sa séance ou utiliser la séance de quelqu'un d'autre en l'adaptant.
Et ensuite, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Voilà. Christelle Chiroux. Et depuis 3 ans, il y a eu combien de connexions de journalistes sur cette appli? Alors, la version numérique, elle existe depuis 1 an. L'outil Actu en débat qui regrouperait des PDF, Kahoot, etc. depuis 3 ans. Et là, on a 80 journalistes qui sont inscrits aujourd'hui. Et j'ai un petit problème technique, je n'arrive pas à voir le nombre de séances créées. Je ne vois que les séances qui sont rendues publiques, parce qu'on peut garder ces séances pour soi privées et publiques, décidément ce truc-là. Il faut que j'aille donc chercher avec les développeurs comment est-ce qu'on peut voir le nombre de séances. Voilà. Mais aujourd'hui, on a 80 personnes inscrites dessus, 80 journalistes. Merci beaucoup Étienne, on applaudit bien fort. C'était donc l'actu en débat. Et nous passons maintenant à un autre projet qui s'appelle Des vies partagées. Donc c'est réalisé par La Chance. Et sur scène, je crois que c'est Marie Lebrun, c'est ça? Je me trompe pas? Eh bien, on vous attend et on les applaudit le temps qu'elles arrivent sur scène. Bonjour, nous sommes la classe de 4e C du collège Jean Moulin de Montreuil. Cette année, comme vous pouvez le voir à l'image, nous avons rencontré des personnes âgées dans un EHPAD, la Maison des Vergers. Cette aventure a démarré en classe grâce à Madame Vallée. En octobre dernier, on a rencontré Camille, Cassandre et Marie, 3 journalistes qui sont venus nous expliquer le projet. On allait réaliser un documentaire qui aurait pour personnages principaux des personnes âgées. C'est celui que vous êtes actuellement en train de regarder. Mais avant d'en arriver là, on a commencé par découvrir le monde du journalisme. On a travaillé sur l'information, les sources, les angles, les interviews. On s'est exercé à la caméra et à la prise de son. Puis on s'est entraîné à adopter une posture de journaliste. On a appris à parler assez fort pour être entendu, à articuler pour être compris et à prendre le temps d'écouter. On était enfin prêts pour aller rencontrer les résidentes de la Maison des Vergers. L'idée, c'était d'apprendre à les connaître et à créer du lien. On a fait des jeux, un portrait chinois et on a beaucoup discuté. On a vraiment rencontré des personnes incroyables, intelligentes, patientes, drôles et très gentilles. Une fois qu'elles nous ont accordé leur confiance, on a commencé le tournage du documentaire. Elles nous ont raconté des moments de leur vie, parfois heureux et parfois difficiles. On a beaucoup aimé les découvrir, on espère que vous aussi. Bon film! Donc, ce que vous venez de voir, c'est le début du documentaire. On suit ensuite toutes les interviews qui ont été menées. Donc, les enfants ont à peu près tout expliqué. On va juste ajouter qu'on a vraiment pensé ce projet intergénérationnel et à hauteur d'une ville, c'est-à-dire qu'on a pris l'EHPAD de Montreuil, donc la Maison des Vergers. On fait de l'éducation aux médias avec ces dames qui ont en moyenne 90 ans. La plus vieille, elle est jusqu'à 102 ans. Voilà, on a mené des actions là-bas, on a mené des actions évidemment avec le collège et avec les élèves, et puis à un moment donné, les deux se sont rassemblés et ça a créé ce documentaire. On a aussi organisé une projection au cinéma public de Montreuil-le-Méliès en présence du coup des personnes âgées, comme vous pouvez le voir, mais aussi des élèves et de leurs familles, des familles des personnes âgées aussi, qui ont pu du coup répondre aux questions des habitants qui étaient là, puisqu'on a organisé une projection publique suivie d'un débat où les personnes pouvaient poser leurs questions aux élèves et aux personnes âgées. Et tout ça du coup avec l'aide du département de la Seine-Saint-Denis. Donc voilà, vraiment un projet qui a englobé tout un territoire. Et puis du coup, c'est souvent des dames qu'on n'entend pas, à qui on a rarement posé de questions sur leur vie, à qui on a rarement tendu le micro, et pourtant elles ont des choses à dire. Elles ont parlé de l'enfance jusqu'à leur vieillesse, elles parlent de la mort à la fin du documentaire. Donc allez le voir, il est disponible, vous allez rire et vous allez pleurer aussi. Il est disponible sur la chaîne YouTube de La Chance, voilà. Regardez les micros, il y a peut-être des questions. Le jury a des questions. J'ai une question un peu dure peut-être, mais j'ai regardé le documentaire en entier, bravo. Et je voulais savoir si vous avez un moment qui vous a particulièrement frappé, l'une ou l'autre, pendant la réalisation de ce documentaire. Merci.
Sur un ton plus léger, moi j'adore la chanson de la fin qui dédramatise tout ce qui s'est passé avant. Et c'est vrai que, pas forcément la guerre, mais Anna et son mari, ça m'avait beaucoup touchée. En général, ça touche énormément les gens et ça avait touché les élèves aussi. Ouais. Et puis ce qui était intéressant de voir, c'est que la dynamique entre nous, ce qu'on a fait en classe avec les élèves, et une fois qu'ils et elles sont arrivés à l'EHPAD, elle était tout autre. Enfin, ça s'est transformé. C'est pas qu'ils étaient impressionnés, mais je pense que c'est un lieu où ils vont rarement, où ils sont pas confrontés à cette très grande vieillesse, puisque c'est des dames qui ont 90 ans. Et donc, d'un coup, ils étaient plus réservés et plus impressionnés. Et oui, bon, en général, leur enfance, la perte d'un enfant, la perte d'un mari, la guerre, enfin, tout est... Et puis la mort, voilà, en effet, la chanson. Quand vous allez au bout du documentaire, il y a une chanson qui donne un peu plus le sourire. J'avais une question par rapport aux enfants, du coup, qui ont été inclus dans le projet, qui ont pu entendre des histoires aussi belles que dures. Comment est-ce que eux, ils ont pu le vivre, d'entendre tout ça, justement ? Je pense qu'ils l'ont plutôt bien vécu dans le sens où en fait on les a pas emmenés tout de suite à l'EHPAD avec une caméra et aller poser des questions à ces personnes âgées. Ils ont eu le temps d'apprendre à les connaître et de créer du lien avec eux. Donc en fait les histoires qu'ils ont entendues au moment du tournage, ils les avaient déjà un peu entendues en fait avant lors de conversations complètement lambda avec ces dames qu'ils apprenaient à connaître. Je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses sur la vie et comment ça se passait notamment avant. Il y a des sujets de contraception, d'enfants, de pilules, etc. Qui étaient particulièrement intéressants pour eux, je pense, parce que là, on a l'impression que c'est facile et au moment où ces dames étaient en âge d'avoir des enfants, c'était des vrais sujets de société. Mais voilà, ils étaient préparés, ils les avaient déjà entendus un petit peu avant. Mais c'est vrai qu'entendre une dame de 90 ans, au détour d'un goûter, dire... à un garçon de 14 ans ce que c'est que la contraception, ce que c'est que l'avortement. On se dit que c'est un petit peu pour ça aussi qu'on fait de l'EMI, c'est pour ce genre de moment. Voilà. Ouais. Bravo pour le documentaire, moi je l'ai vu aussi, et super. J'avais 2 questions. Pourquoi que des femmes ? Je me suis posé la question en regardant le documentaire. Et ensuite, est-ce que ça va continuer ? Est-ce que c'est un partenariat entre le collège et l'EHPAD ? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a une autre promo l'année prochaine qui est prévue ou de rencontres comme ça ? Alors que des femmes, parce qu'on n'a pas eu le choix en fait. L'espérance de vie des femmes étant beaucoup plus élevée, il y a une majorité de femmes dans l'EHPAD où on est allé, et c'était que les hommes qui étaient là n'étaient pas forcément volontaires pour le projet. Donc voilà, nous ça nous a bien allé parce que du coup ça se répandait bien, mais c'est vraiment le hasard qui fait qu'on a eu que des femmes. Et après, bien sûr, c'est duplicable. Pour le moment, enfin, la résidence Agora, elle se poursuit avec d'autres projets de toute façon. Mais oui, on pourrait en faire d'autres. Faut juste beaucoup de temps, une vraie volonté de la part et d'argent. Et d'argent, oui, garde de guerre. Et beaucoup de volonté de la part d'une professeure, parce que là, on voit pas, mais il y a Pauline, leur professeure, qui a été très engagée. Et sur la photo tout à droite, il y a aussi Laurence, qui est l'animatrice de l'EHPAD, qui a fait tout le lien aussi entre les jeunes, les personnes âgées, et puis nous et le collège, en fait. Parce que sans ces personnes-là, on entre aussi dans des lieux qu'on connaît pas, donc on a besoin d'eux pour faire le lien. Et nous, on était 3. Il y avait Camille, Amédée, une de nos collègues qui était avec nous aussi. Donc ça demande beaucoup de moyens. Donc nous, on adorerait refaire ça. S'il y a des volontaires dans la salle, dites-nous, on est là. Merci beaucoup à toutes les deux. On peut les applaudir. C'était donc des vies partagées. On enchaîne tout de suite avec l'avant-dernier projet. J'appelle Sophia Marchessin à me rejoindre sur scène pour les reporters du commun. Et on les applaudit. On l'applaudit. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sophia Marchessin, je suis journaliste dans le Comminges, au sud de Toulouse. Et avec ma consoeur Marion Touboul, nous sommes membres de l'association Champs Libre Occitanie. Nous sommes un collectif de 10 reporters et nous avons fait le choix de vivre et de travailler dans les campagnes du Sud-Ouest. L'hiver dernier, avec Marion, nous avons mené une résidence de journalisme au pied des Pyrénées, une résidence financée par la DRAC Occitanie et la Mutuelle Sociale Agricole. Et pendant une semaine, nous avons réalisé un premier atelier EMI avec des demandeurs d'asile résidant dans un centre d'hébergement situé dans mon village. Et ensemble, nous avons filmé 4 paysans en fin de carrière, des paysans en pleine réflexion sur la transmission souvent difficile de leur patrimoine. Ensuite, pendant 2 semaines, nous avons initié au reportage radio des jeunes de la MJC de Saint-Gaudens
et d'autres jeunes d'un ITEP, c'est un institut thérapeutique pour des enfants en difficulté. Et avec eux, nous sommes allés dans 4 autres fermes pour enregistrer cette fois-ci des ados en cours d'installation agricole. Les vidéos et les podcasts sont à voir et à écouter sur notre chaîne YouTube, Les Reporters du Comminges. Les enjeux autour de ces actions EMI en milieu rural sont évidemment multiples. Il y a tout d'abord un enjeu pédagogique dans la transmission de notre métier à des publics dits isolés, mais aussi un enjeu social. Nous avons créé des ponts inédits entre les habitants d'un même territoire, des habitants qui vivent côte à côte, mais qui souvent ne partagent pas les mêmes problématiques. Pour rappel, chaque semaine, environ 150 fermes disparaissent en métropole, et cela nous a paru essentiel de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à ces questions cruciales qui nous concernent tous, les questions autour de l'alimentation, du soin de nos paysages et de la préservation de nos écosystèmes. Avec les demandeurs d'asile, on a observé de beaux échanges sur leur savoir-faire. Il faut savoir que certains étaient éleveurs dans leur propre pays avant d'arriver en France. Et on a vu aussi des liens d'amitié se nouer. Je pense notamment à un couple de Kirghizes qui a filmé une paysanne à la retraite et qui régulièrement maintenant passe chez cette paysanne le dimanche midi pour partager un repas. Les jeunes aussi ont adoré tendre leur micro et mettre les pieds dans la boue, et nous espérons obtenir de nouveaux financements pour prolonger nos actions EMI et alimenter leur chaîne YouTube. Pour l'anecdote, la vidéo de Françoise, là que vous voyez sur l'affiche, a été vue plus de 13 000 fois. Et quand on a projeté les films et des extraits de podcasts dans mon petit village de 1000 habitants, la salle était tellement comble qu'on a dû refuser des gens et reprogrammer une séance. On ressent donc une réelle attente de la part des habitants. Il faut savoir qu'avec les membres de mon association Champs Libres, nous vivons dans de véritables déserts médiatiques. Il y a très peu de journalistes professionnels sur le terrain, donc de moins en moins de reportages, de moins en moins d'enquêtes. Et face au monopole d'un grand groupe de presse régional qui a absorbé tous les petits médias locaux, nous nous interrogeons sur la façon dont demain nous donnerons accès à des informations plurielles. Soutenir notre association, soutenir nos actions EMI, c'est alors soutenir un nouvel espace d'expression et mettre en lumière des voix, des accents, des récits singuliers de jeunes et moins jeunes qui ne se sentent pas forcément bien entendus. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Sophia. Dans le jury, y a-t-il des questions? Je vais vers Pépiang d'abord, c'est sa première question, j'en profite. Oui, alors je voulais juste savoir combien en fait de participants autour de ce projet et en termes d'ateliers, quels sont les modules en fait proposés. Ok, donc le premier atelier vidéo, on a mobilisé à peu près une vingtaine de résidents d'un Prada, donc c'est un centre d'accueil pour migrants. Et pendant une semaine, nous avons essayé d'avoir tout le groupe, mais c'était difficile parce qu'ils ont plein de rendez-vous en dehors de notre village. Donc nous avons quand même pu réaliser ces 4 portraits vidéo avec une quinzaine, on va dire, d'adultes et aussi d'adolescents, parce qu'il y avait des enfants aussi de ces personnes voilà, qui étaient présentes. Pour l'atelier radio, à l'ITEP de Saint-Ignan, j'ai travaillé avec 2 EduxP et 5 élèves, 5 jeunes qui sont suivis dans cet ITEP. Et à la MJC, 5 jeunes aussi qui sont accompagnés par les animateurs de la MJC. Donc ça doit faire au total une trentaine de personnes. Et puis après, nous avons touché un public très large puisqu'il y a eu de belles répercussions localement, quoi. Voilà. Bonjour. Est-ce que cette initiative là sur votre territoire où il y a où on vit un désert médiatique quasi, est-ce que vous imaginez que ça peut amener ou est-ce que ça a déjà amené à la création d'une envie chez les habitants de créer eux-mêmes un média associatif? Alors, je collabore essentiellement pour la diffusion des podcasts avec une radio locale qui s'appelle Radio Loco, qui est située dans le Gers. Et je me suis posé la question, comment faire pour alimenter cette chaîne YouTube, sachant qu'il y a vraiment, comme je vous disais, une réelle attente. Il y a énormément d'associations dans nos villages. C'est très vivant contre tous les clichés qu'on peut avoir sur la campagne. Donc, bien sûr, il y a des collèges qui sont partenaires pour qu'on continue à faire des vidéos. Il y a le tiers-lieu dans lequel j'ai réalisé une partie des tournages qui est d'accord pour nous accueillir, pour créer un studio radio. Il y a l'ITEP. On est en train de réfléchir, on est en train de postuler un fonds pour avoir donc créer un média au sein de l'ITEP. Mais voilà, il nous manque les financements, c'est toujours la même chose. Donc, bien sûr, les idées ne manquent pas. Le reportage de terrain, comme je disais, il y a un vide à combler. Donc, je ne sais pas si les actions EMI peuvent combler ce vide, mais en tout cas, on a créé un réel désir, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Sophie, on l'applaudit bien fort. C'était donc les reporters du Comminges.
Je remercie nos 17 nommés d'avoir eu la patience, la motivation de venir jusqu'à nous pour présenter leur projet. Certains ont pris des trains de nuit depuis les Pyrénées pour arriver jusqu'ici. D'autres viennent du Nord et ont failli ne jamais arriver. Donc merci vraiment. Je tiens à vous le dire, c'est très important. Même si vous n'êtes pas lauréat ce soir, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que votre projet en valait vraiment la peine. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire avec le jury. On est ravis d'avoir tant de projets de qualité. C'est vraiment extraordinaire. Vous étiez plus de 70 au départ à envoyer vos candidatures. Donc si vous êtes là aujourd'hui, vous avez déjà gagné. J'en profite pour dire à notre jury que nous allons délibérer en salle 1. Voilà, ce n'est pas terminé. Et on se retrouve tous à 17h30 pour la remise des prix. Je compte sur votre présence. Merci à tous. Vous pouvez vous applaudir très fort.